Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le soleil se levait lentement sur Ilorin, projetant ses chauds rayons sur les toits couleur rouille d'Agbouba. Dans une petite propriété modeste près du marché, Cynthia, une jeune fille de 17 ans, ajusta son pagne délavé et sortit, un seau d'eau sur la tête. Orpheline, ses parents étaient morts dans un accident de la route alors qu'elle avait à peine 10 ans, la laissant sous la garde de la sœur aînée de sa mère, Maman Rita. La vie à la maison était stricte et axée sur la survie. Maman Rita, une petite commerçante qui vend des garis et pépères à Ojaoba, ne croyait pas aux rêves, seulement aux devoirs. Cynthia n'avait pas le droit de pleurer sur son passé ni de trop parler de l'école. Son seul réconfort résidait dans la lecture de manuels empruntés au clair de lune et dans les conversations des infirmières d'en face sur la vie à l'hôpital. Son rêve de devenir infirmière n'était pas nourri, il était caché, tel un délicat bourgeon attendant la pluie. Malgré les difficultés, elle restait respectueuse, discrète et travailleuse. Sa seule véritable amie était Myriam, la fille d'un vendeur de poivre du quartier, qui l'encouragea à postuler à des bourses et à rêver malgré la poussière et les dettes qui la rongeaient au quotidien. À des centaines de kilomètres de là, dans une petite propriété d'Abea, un adolescent dégingandé nommé Michael était assis en tailleur sur le sol de l'atelier de couture de son père. Entouré de tissus et du ronronnement incessant d'une machine à coudre manuelle, Michael rafistolait des uniformes scolaires pour les enfants du quartier tout en écoutant des CD de motivation sur un vieux Walkman. Son père, Baba Okafor, était autrefois réputé pour la précision de ses points de suture, mais sa santé déclinante et sa vue défaillante l'avaient réduit à donner des instructions verbales tandis que Michael effectuait le travail physique. La mère de Michael avait quitté la famille alors qu'il n'avait que 5 ans, prétextant qu'elle était trop jeune pour être liée par la pauvreté. Son absence avait endurci quelque chose en lui. Chaque fil qu'il tirait, chaque bouton qu'il cousait le rapprochait d'un avenir différent. Il adorait la mode, créer de belles choses à partir de chutes. Il rêvait de devenir un jour créateur et de créer sa propre marque, mais le chemin qui le séparait de l'ABA et des podiums lui semblait aussi long que la lune. Pourtant, Michael était déterminé. Il postulait sans relâche aux examens de bourse, travaillant la nuit sous une lampe solaire après de longues heures à l'atelier. Son manque de relations était compensé par sa discipline. Il ne fréquentait pas de femmes, ne faisait pas la fête et ne fréquentait guère de monde. Son monde était fait de tissus, de craie et d'ambitions discrètes. Le destin allait croiser la route de Cynthia et Michael des années plus tard, mais leur vie avait commencé comme le simple reflet d'une lutte silencieuse. Cynthia, avec son altruisme et ses rêves refoulés. Michael, avec sa flamme silencieuse et son passé douloureux. Ils venaient d'états différents, de foyers différents, mais partageaient la même soif de plus, de mieux, de changement. Aucun des deux ne savait qu'en poursuivant ses rêves, il trouverait bientôt l'amour, la trahison, le chagrin et un avenir qu'il n'aurait pu prédire. Mais d'abord, il devait gagner leur évasion. À Ilorin, Cynthia reçut une lettre de bourse pour l'université de Lagos, les mains tremblantes lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe près du tonneau de pluie. Au même moment, à l'ABA, Michael tenait sa propre lettre d'admission avec incrédulité, les doigts rugueux et calleux de Baba Okafor tremblant tandis qu'il tapotait le dos de son fils avec fierté. Deux vies, deux États, une ville qui attendait leur collision. L'université de Lagos bourdonnait d'un rythme qui submergea Cynthia dès qu'elle mit les pieds sur le campus. L'air bourdonnait de conversations, de klaxons et d'odeurs de maïs grillé mêlés au gaz d'échappement des taxis étudiants. C'était sa première fois à Lagos, et rien ne l'avait préparée au bruit, à la vitesse et au mouvement de foule. Ses renfermements, sa lettre d'admission et son formulaire d'affectation hostile, elle cherchait Morimi Hall, traînant derrière elle un sac Gunamusco d'occasion. Sa bourse couvrait les frais de scolarité et le logement, mais rien d'autre. Ses vêtements étaient rares et ses affaires de toilette limitées. Mais au fond d'elle, Cynthia portait une fierté discrète. Elle avait réussi à quitter Ilorin. Elle avait échappé aux ordres de sa tante et aux regards indiscrets des voisins. Elle était désormais là, parmi des rêveurs et des acteurs, où elle pouvait se forger une nouvelle identité. Mais sa présence n'était pas appréciée de tous. Lorsqu'elle entra par erreur dans le bureau de la faculté des arts au lieu de celui de la faculté de médecine, un jeune homme en cafetan bleu ajusté leva les yeux au ciel et dit « Les nouveaux étudiants et leur sens du village. » Ce garçon, c'était Michael.
Michael avait changé depuis l'ABA. La vie universitaire avait affiné ses qualités. Il marchait désormais avec une assurance calculée, sa chemise toujours impeccablement repassée, son anglais teinté d'une affectation britannique. Il était à Lagos depuis 2 ans déjà, étudiant la communication de masse et travaillant comme créateur de contenu mode indépendant. Sa page Instagram gagnait en popularité et il avait récemment été invité à un défilé étudiant pour présenter ses créations. Pour Michael, Unilag était un défilé de mode, et il le traitait comme tel. Alors, lorsque Cynthia entra dans le bureau de son département, l'air perdu et désorienté, il la prit pour une autre étudiante de première année naïve. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin n'en avait pas fini avec eux. Quelques jours plus tard, il se retrouva à assister à une séance d'orientation conjointe de la Croix-Rouge et du Club de la Presse, un duo étrange réuni pour une action de sensibilisation sur le campus. Et là, dans un coin, vêtu d'un jean usé et sa carte d'identité retournée, se tenait Cynthia, cette fois dans son élément, expliquant avec assurance l'utilisation des trousses de premier secours à un groupe d'étudiants curieux. Michael se fia. Il la voyait pour la première fois, non pas comme une fille perdue, mais comme une personne déterminée. La rencontre suivante eut lieu lorsqu'une panne de courant interrompit un séminaire du soir à la bibliothèque. Les étudiants se sont rassemblés dehors en attendant que la NEPA revienne à la lumière. Cynthia prenait des notes à la lueur d'une lampe torche, le dos contre un arbre, lorsque Michael s'est assis à côté d'elle. « C'est toi la fille qui est entrée dans notre bureau l'autre jour, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle n'a pas souri. « Et c'est toi qui t'es moqué de moi sans connaître mon nom. » Ce n'était pas des excuses, mais ça a déclenché une conversation. À partir de cette nuit-là, ils commencèrent à se voir différemment. Michael commença à admirer son intelligence et sa calme résilience. Cynthia fut surprise par son esprit et sa façon de la défendre en public, alors qu'ils se connaissaient à peine. Au milieu du semestre, ils formaient un duo improbable. Lui avec son flair et son ambition, elle avec sa force inébranlable. Unilag avait peut-être été leur champ de bataille, mais au milieu de tout ce chaos, les graines de quelque chose de plus profond avaient tranquillement germé. Au début du 2e semestre, Cynthia et Michael avaient noué un lien qui défiait leurs premières impressions. Ce qui avait commencé comme de simples discussions d'études devant la bibliothèque médicale s'était transformé en rencontres régulières sur les marches de la chapelle du campus, puis en longues promenades autour du lagon après les cours. Ils n'appelaient pas encore cela de l'amour. C'était encore trop tendre, trop nouveau. Mais c'était là, dans la façon dont Michael réservait des places à Cynthia pendant les cours généraux et dans la façon dont elle laissait des sachets de Milo et du pain sur le pas de sa porte pendant les semaines d'examen. Michael était en difficulté à plus d'un titre. Son père, resté à l'ABA, était tombé malade et l'atelier de couture ne rapportait plus rien. Les maigres économies de Michael furent rapidement englouties par les frais de scolarité, les abonnements Internet pour son blog de mode en plein essor et les factures qui n'arrêtaient pas d'arriver. Un soir, il avoua à Cynthia qu'il était en retard sur le loyer de la résidence universitaire qu'il partageait avec 2 autres garçons. Il rit en disant cela, l'ignorant comme si ce n'était pas sérieux. Mais Cynthia ne rit pas. Elle se dirigea tranquillement vers son casier et lui tendit une enveloppe usée. À l'intérieur, il y avait $10 000, tout ce qu'elle avait économisé sur son argent de poche et les petits travaux de nettoyage qu'elle effectuait pour ses professeurs. Michael refusa. « Tu en as plus besoin que moi, » dit-il, honteux. « Tu étudies la médecine. Cet argent est ta survie. » Cynthia souriait, de ce sourire calme et posé qu'elle arborait toujours quand la vie devenait trop sérieuse. « Si tu échoues à tes cours, est-ce que ça nous aidera tous les deux ?» demanda-t-elle simplement. C'était la première fois que Michael voyait vraiment à quel point elle était différente des autres filles qu'il avait rencontrées, altruiste à l'excès et prête à partager ses soucis sans rien demander en retour. En retour, il devint son plus grand soutien. Il a commencé à prendre des photos de ses affiches médicales et à les partager sur son Instagram, la surnommant Florence Nightingale d'Unilag. Il a même convaincu ses abonnés de faire un don à une petite action médicale qu'elle organisait à Makoko. Pour Cynthia, l'attention était immense, mais le résultat était indéniable. Son rêve d'aider les plus démunis prenait vie. Ensemble, ils ont su concilier études et sacrifices. Ils mangeaient ensemble, étudiaient tard le soir et priaient avant les examens importants. L'amour s'épanouissait non pas dans les grands moments, mais dans le partage quotidien des difficultés, la prise de notes,
la recharge de téléphone pendant les coupures de courant et le réconfort mutuel après les mauvaises notes. Leur relation n'était pas parfaite. Il y avait des conflits, l'orgueil de Michael résistait parfois aux conseils de Cynthia, et le silence de Cynthia donnait parfois l'impression à Michael d'être distant. Mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Ils savaient tous deux que ce qu'ils possédaient était rare. Cynthia ne s'était jamais sentie en sécurité avec qui que ce soit. Michael n'avait jamais été vu aussi clairement par personne. Il parlait souvent d'avenir, du désir de Michael de créer une chaîne de boutiques, du rêve de Cynthia de créer un centre de santé communautaire pour mères célibataires. Il dressait des listes de villes où ils voyageraient, des noms de leurs futurs enfants, des couleurs des murs de leur appartement. Pour la première fois de leur vie, l'amour ne leur semblait plus un luxe, mais un air, nécessaire, constant et visible, mais toujours présent. Et même si la gosse était bruyante et la vie dure, ils ont trouvé un havre de paix l'un dans l'autre. Un havre de paix qu'ils pensaient tous deux ne jamais voir disparaître. Leur mariage fut modeste, sans extravagance, mais empli d'une joie sincère. Après avoir obtenu son diplôme, Michael a décroché un petit poste prometteur de chargé de relations publiques junior dans une start-up de mode de Lagos, tandis que Cynthia commençait son internat dans un hôpital général du continent. Comme ils n'avaient pas les moyens de se payer une grande fête, ils ont organisé une petite présentation traditionnelle à Ilorin, suivie d'une cérémonie d'enregistrement au tribunal à Keja. Cynthia portait une simple robe en dentelle blanche, cousue par Michael lui-même, et Michael portait un cafetan bleu marine avec son nom brodé sur le col. Ils étaient pauvres mais profondément amoureux, deux jeunes Nigérians qui construisaient de toutes pièces. Des amis se relayaient pour cuisiner, leurs camarades de classe donnaient des chaises en plastique, et l'ancienne colocataire hostile de Cynthia décorait la salle de réception avec des chutes de tissu. Malgré sa simplicité, cette journée était magique. Ils riaient librement, se tenaient souvent la main et parlaient de bâtir un empire ensemble. Michael portait Cynthia jusqu'au seuil de leur studio à Yaba comme si elle était en or. Mais aussi vite que le rêve avait commencé, la réalité s'est imposée. La vie commune a mis en évidence leurs différences. Les journées de Cynthia à l'hôpital étaient épuisantes, et elle rentrait souvent trop fatiguée pour parler. Le travail de Michael, en revanche, était instable. Son patron retardait fréquemment le versement de ses salaires, et la pression de réussir le poussait à passer plus de temps à réseauter et moins de temps à la maison. Cynthia commença à se sentir négligée, tandis que Michael se sentait émasculé. Les ragots qui fusaient de tous côtés n'arrangeaient rien. Certains amis de Michael, notamment ceux qui fréquentaient les événements à Lucky, murmuraient que Cynthia était trop quelconque pour lui. Trop réservée, trop conservatrice, pas faite pour le monde de la mode dans lequel Michael s'engageait. Pendant ce temps, les collègues de Cynthia à l'hôpital murmuraient que Michael vivait de son salaire et se présentait toujours en ligne comme un homme imposant. Ces commentaires les ont touchés. Michael a commencé à comparer le calme de Cynthia aux femmes extravagantes qu'il rencontrait lors des salons et des lancements. Cynthia, à son tour, a commencé à douter que Michael respecte réellement son ambition. Il refusait de parler d'argent, et elle s'est méfiée de son secret financier. Les disputes devinrent fréquentes. De petits soucis, comme savoir à qui revenait le tour d'acheter à manger ou de laver le linge, se transformèrent en longues nuits de silence. Michael rentrait souvent tard, prétextant des réunions, tandis que Cynthia commençait à faire des heures supplémentaires pour échapper à la tension. Un soir, lors d'une dispute de pitié à propos du loyer, Michael lança « Ce n'est pas moi qui suis arrivé dans ce mariage les mains vides ». Ces mots le blessèrent plus qu'il ne le pensait. Cynthia dormit par terre cette nuit-là, les larmes trempant son oreiller. Elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Et peu à peu, l'amour se transforma en devoir. Ils ne combattaient plus le monde ensemble, ils survivaient l'un à l'autre. Les fissures se formaient, et aucun d'eux ne savait jusqu'où elles iraient. Cynthia découvrit qu'elle était enceinte un mercredi soir pluvieux. Elle revenait d'une double garde épuisante à l'hôpital, le dos douloureux et l'esprit embrumé. Après avoir vomi 2 fois cette semaine-là et s'être sentie anormalement fatiguée, elle décida de faire un test. La fine ligne rose la fixait depuis le lavabo de la salle de bain et, pour la première fois depuis des mois, elle sourit, les larmes aux yeux. Elle ne le dit pas immédiatement à Michael. Elle voulait que ce moment soit spécial, significatif, porteur d'espoir pour combler la distance qui les séparait. Pendant des jours, elle a imaginé des moyens de lui annoncer la nouvelle, en glissant l'échographie sous son oreiller,
en lui achetant une petite paire de chaussures pour bébé ou en la lui murmurant juste avant qu'il ne s'endorme. Mais le moment ne lui semblait jamais opportun. Michael était plus occupé que jamais, lui adressant à peine la parole à la maison. Il partait tôt et rentrait tard, parcourant souvent son téléphone avec un regard perdu dans le vide. Chaque fois qu'elle essayait de parler, ses réponses étaient sèches et distraites. Elle s'accrocha donc au secret, persuadée que si elle parvenait à traverser les premières semaines, tout s'arrangerait. Mais la grossesse ne fut pas facile. Le corps de Cynthia luttait plus que jamais. Elle luttait contre des étourdissements, de fortes nausées matinales et des évanouissements soudains, tout en poursuivant ses gardes à l'hôpital et en cachant ses symptômes à son entourage. Ses collègues remarquaient sa pâleur et ses tremblements occasionnels, mais lorsqu'on les interrogeait, elle attribuait cela à l'épuisement. À la maison, Michael restait inconscient. Un soir, elle faillit s'effondrer en faisant la vaisselle, et au lieu de l'aider, Michael passa devant elle en murmurant « Ne te comporte plus comme une victime ». Cynthia ne répondit pas. Son cœur se serrait, non seulement à cause de ses paroles, mais aussi à cause du poids de tout ce qu'elle portait. La tension émotionnelle, l'épuisement physique et le silence dans lequel elle se noyait étaient trop lourds. Elle priait souvent, se tenant le ventre la nuit, murmurant à la vie intérieure, promettant un avenir meilleur. Mais son corps était trop fatigué. La semaine suivante, alors qu'elle était de garde de nuit, elle ressentit une vive douleur au bas-ventre. Sa blouse était trempée de sang, figée dans le couloir de l'hôpital, le cœur brisé avant même que le médecin ne confirme ce qu'elle savait déjà. Elle avait perdu son bébé. Cynthia ne rentra pas chez elle immédiatement après la fausse couche. Elle resta assise seule dans la chapelle vide de l'hôpital pendant des heures, fixant l'autel avec des yeux creux. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle resta assise, silencieuse, brisée et engourdie. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, Michael ne lui demanda pas où elle était allée. Il leva à peine les yeux de son téléphone. Et Cynthia ne dit rien, ni à propos de la grossesse, ni à propos de la perte. Elle refoula sa douleur dans un coin de son cœur et continua comme si de rien n'était. C'était plus facile ainsi. Moins d'explications à donner. Moins de déception. Elle se disait que l'enfant était venu pour lui rappeler quelque chose, pour la réveiller. Et au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé à jamais. Elle ne s'accrochait plus à l'amour qu'ils avaient autrefois. Elle survivait à ce qui en restait. La première fois que Michael a vu Hélène, c'était lors d'un événement de réseautage sur l'île Victoria. Il n'avait pas prévu d'y assister. C'est son ami dépôt, consultant en start-up, qui l'a convaincu de venir à la dernière minute, lui promettant des investisseurs de Hennequart et des représentants de marques de luxe. Michael portait l'une de ses vestes Acura, conçue par lui-même, aux motifs audacieux et aux coutures contrastées à ses initiales. L'événement était chic, des guirlandes lumineuses ornaient le toit terrasse, des cocktails coulaient à flots de fontaine en verre et du jazz doux résonnait sous le brouhaha des conversations des élites. Michael ne se sentait pas à sa place, fils de tailleur local essayant de ressembler à un grand de Lagos. C'est alors qu'il la remarqua, Hélène. Elle se tenait près de la balustrade en verre, vêtue d'une combinaison noire ajustée, des diamants scintillants à ses oreilles, ses longues tresses noires tombant en cascade sur une épaule. Son aura était forte, même lorsqu'elle ne disait rien. Elle était belle et mordante, élégante et calculée, et Michael était attiré comme un papillon par la flamme. Hélène n'était pas étrangère à la manipulation, c'était son arme et son charme. Stratège de marque par titre, mais puissante par habitude, elle s'était forgé la réputation de transformer les outsiders en or, moyennant finance. Elle l'avait fait avec des influenceurs mode en difficulté, des marques de soins en ligne et deux blogueurs lifestyle désormais populaires sur TikTok. Lorsqu'elle a rencontré Michael, elle n'a pas vu un petit garçon issu de l'ABA, elle a vu du potentiel. Il avait du style, de l'envie et une image propre. Ce qui lui manquait, c'était le packaging, et c'était sa spécialité. Vos créations sont audacieuses, mais votre image de marque est trop discrète, dit-elle en sirotant son verre. Si je gère vos réseaux sociaux, votre marché s'étendra en 3 semaines chrono. Michael était intrigué. Personne ne lui avait parlé avec autant d'assurance et de clarté. Hélène lui tendit sa carte et lui dit d'y réfléchir, mais elle ne lui dit pas qu'elle l'avait déjà choisi. Pour elle, les hommes étaient des échelles, et Michael était juste assez robuste pour les escalader. Dans les semaines qui suivirent, les rencontres professionnelles d'Hélène et Michael prirent une tournure de plus en plus personnelle. Elle l'invita dans son bureau d'Aqua,
lui offrit un espace pour photographier son travail et le présenta à des clients haut de gamme qui payaient 3 fois plus cher que ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Cynthia remarqua le changement. Michael commença à rentrer à la maison avec une odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la sienne, vêtu de vêtements qui ne lui appartenaient pas. Il souriait davantage, mais parlait moins. Il était rivé à son téléphone, discutant sans cesse avec Hélène des relations publiques. Un soir, il est rentré avec un iPhone tout neuf. Cynthia n'a posé aucune question, mais son silence était pesant. Michael se justifiait, c'était du business. Hélène était une bénédiction. Elle croyait en lui, l'élevait. Et lorsqu'un soir elle se pencha enfin sur son bureau pour l'embrasser, Michael ne résista pas. En Hélène, il voyait une femme différente. Elle ne se contentait pas de soutenir ses rêves, elle avait le pouvoir de les financer. Et cela, pour un homme élevé dans la pauvreté, semblait dangereusement proche de l'amour. Cynthia avait toujours su décrypter Michael, son silence, ses sautes d'humeur, la façon dont son rire s'estompait sous le poids du poids. Mais ces dernières semaines, ce n'était plus seulement le silence ou la distance, c'était le détachement. Il la remarquait à peine. Elle pouvait passer nue devant lui sans qu'il lève les yeux. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée, ni ne commentait les anecdotes de sa paroisse. Lorsqu'elle essayait de l'aborder, il marmonnait distraitement ou quittait la pièce. Ses vêtements sentaient les parfums importés, ses chemises étaient repassées par des mains étrangères, et il passait plus de nuits à l'extérieur qu'à la maison. Cynthia n'était pas naïve, elle espérait juste se tromper. Mais la vérité est tombée sans prévenir, un jeudi soir humide, lorsque Michael a oublié de se déconnecter de son ordinateur portable professionnel. Il était sorti pour répondre à un appel, et l'ordinateur a sonné. Cynthia, débarrassant la table à côté, a jeté un coup d'œil au message par réflexe. La nuit dernière, c'était le feu. J'ai encore rêvé de tes mains, disait-on. Le nom en haut était Hélène. Ses mains se figèrent. Son souffle se coupa. Son cœur, déjà fragile, se brisa en morceaux tranchants et silencieux. Elle ne l'a pas affronté immédiatement. Cette nuit-là, elle s'est allongée à côté de lui, les yeux fixés au plafond, retenant ses larmes tandis qu'il ronflait légèrement, inconsciente qu'elle le savait. Le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt et a fait ses bagages avec le calme qui l'effrayait. Elle lui prépara son petit déjeuner, son porridge d'igname préféré, laissa un mot sur lequel on pouvait lire « Je mérite mieux » et sortit de l'appartement. Mais Michael n'aimait pas être acculé. Il la suivit jusqu'à l'appartement de Myriam et l'accusa d'espionnage, d'insécurité et de réactions excessives. Quand elle lui a calmement dit qu'elle savait tout, qu'elle avait vu les messages, les reçus des séjours à l'hôtel, et même les courses Uber réservées depuis l'appartement miteux d'Hélène, il n'a pas nié. Au contraire, il a craqué. Peut-être que si tu pouvais me donner un enfant, je n'aurais pas besoin d'aller voir ailleurs. Les mots étaient plus tranchants que n'importe quelle larme. Cynthia Tressellett. Tu crois que je ne veux pas d'enfant? Demanda-t-elle, la voix brisée. Tu crois que je n'en ai pas porté un jusqu'à ce qu'il me glisse entre les doigts parce que je te tenais seule? Michael la regarda, stupéfait. Elle ne lui avait pas parlé de la fausse couche. Mais le moment de la réconciliation était passé. Les dégâts étaient irréversibles. Michael n'y s'excusa pas. Il réitéra ses reproches, l'accusant d'être trop froide, trop fermée, trop attachée à son travail. Cynthia, debout dans le salon, la dignité crispée comme un bouclier, prononça enfin les mots qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginés. « Je veux divorcer. » Une semaine plus tard, les papiers étaient déposés. Sans histoire. Aucune réunion de réconciliation. Aucune ingérence de l'Église. Cynthia est repartie sans rien d'autre que son nom et son silence. Michael retourna à son appartement avec Hélène, essayant de se convaincre qu'il avait changé d'appartement. Mais même lui ne pouvait ignorer le vide qui régnait désormais. Et bien qu'elle ne dit rien, Cynthia pleura dans la salle de bain du 2 pièces de son ami plus tard dans la nuit, pleurant non pas la fin de son mariage, mais la mort de tout ce qu'elle avait sacrifié pour le construire. Cynthia monta dans le bus de nuit en provenance de Lagos avec un seul sac et la tête pleine de bruit. Ce n'était pas seulement le crissement des pneus sur l'autoroute Lagos-La Havane ou les pleurs du bébé au dernier rang, c'était le silence assourdissant de la perte. Elle ne regarda pas en arrière tandis que les lumières de la ville s'éteignaient. Il ne lui restait plus rien à Lagos. L'appartement qu'elle avait autrefois considéré comme son foyer appartenait désormais à ses souvenirs. L'homme qu'elle avait aimé était devenu un étranger. Et le rire d'Hélène résonnait encore à ses oreilles, cruel et victorieux.
Sa destination était Abiyokuda, une ville qu'elle connaissait à peine, mais qui lui offrait ce dont elle avait le plus besoin, l'anonymat. Là, elle avait décroché un emploi de femme de ménage dans une buka locale, Mama TOS Place, grâce à une ancienne collègue de l'hôpital qui s'y était installée des années auparavant. Le salaire était modeste, les horaires étaient longs, mais cela lui donnait un lit derrière la boutique, des toilettes qu'elle partageait avec d'autres employés et le réconfort de savoir que personne ne poserait de questions sur son passé. Elle portait son foulard bas, gardait les yeux baissés et faisait le ménage sans se plaindre. Sa grossesse était à peine perceptible au début. Juste des nausées, de la fatigue et une douleur sourde dans le dos après avoir passé la serpillière pendant des heures. Elle n'en parlait à personne. Pas à la cuisinière qui lui proposait de la soupe au poivre après son service. Ni envers les livreurs qui la taquinaient discrètement lorsqu'elle marchait trop lentement. Ni même envers sa vieille amie Angela, qui l'avait aidée à décrocher ce poste. Cynthia craignait la pitié plus que tout. Elle ne voulait pas que les gens la regardent avec compassion. Elle n'était pas un cas de charité. C'était une femme qui essayait de survivre, un repas, un coup de balai à la fois. La nuit, elle se blottissait dans un coin de son mince matelas, murmurait à l'enfant qu'elle portait dans son ventre et lui promettait une vie meilleure. Elle comptait les coups de pied comme des bénédictions et portait 2 paires de vêtements à tour de rôle. À chaque lever de soleil, se répétait-elle, « Je ne serai pas définie par celui qui m'a quitté. Je serai reconnue pour ce que je suis devenue. » C'est cette détermination intérieure qui l'a aidée à tenir le coup, même lorsque ses mains saignaient à cause du savon agressif ou que le gérant la criait dessus devant les clients parce qu'elle passait la serpillière trop lentement. Malgré les difficultés, quelque chose en Cynthia a commencé à se renforcer, à gagner en résilience. Elle réapprit à sourire, quoique rarement. Elle commença à fredonner doucement en frottant des casseroles, et noua un lien discret avec une cliente âgée qui venait tous les mardis et laissait toujours un pourboire plus important que nécessaire. Un jour, alors qu'elle nettoyait l'arrière-boutique, elle aperçut son reflet dans un miroir brisé. Son visage était plus maigre, ses yeux fatigués, mais elle voyait quelque chose de nouveau, de la force. Pas celle qui exigeait l'attention, mais celle qui, silencieuse, supportait les tempêtes sans s'effondrer. Elle toucha doucement son ventre et murmura, « On va y arriver. Je ne sais pas encore comment, mais nous y parviendrons. » Et dans ce débarras sombre aux étagères rouillées et aux caisses empilées, Cynthia n'était pas seulement une femme de ménage. C'était une future mère. Une femme se reconstruisant, brique par brique, souffle après souffle, un jour après l'autre, invisible. Tandis que Cynthia balayait les sols derrière les cuisines fermées d'Abiyokuda, Michael commandait les scènes sous les lustres de l'équipe. Son ascension fut rapide, audacieuse et calculée, comme Hélène l'avait imaginé. Grâce à ses relations et à son expertise sur les réseaux sociaux, les créations de Michael ont commencé à inonder les timelines de Lagos. Tout a commencé par une séance photo virale mettant en scène des mannequins locaux vêtus de blazer à son image, associés à des pantalons en cuir, publiés sur le réseau d'influenceurs d'Hélène. En 24 heures, les images ont été relayées par 3 blogueurs mode renommés et 2 pages lifestyle africaines internationales. Michael O, comme le surnommait Hélène, était désormais considéré comme le prochain roi de la couture urbaine de Lagos. Son audience a triplé en une semaine. Sa boîte mail était inondée de demandes de partenariat, d'interviews de presse et de demandes de contrats de stylisme de la part d'agences de mannequins. Mais il ne s'agissait pas seulement de followers. Il était pris au sérieux par les riches. Les investisseurs ont commencé à s'intéresser à lui. L'un d'eux était Chief Timbello, un ancien magnate du pétrole reconverti en capital risqueur, attiré par les entreprises de mode. L'autre, un jeune investisseur technologique du nom d'Oliamide Adebayo, proposa une boutique de mode en ligne proposant les collections exclusives de Michael. Avec Hélène comme agent de liaison et stratège, Michael signa son premier contrat de sponsoring avec une application technologique de mode en plein essor. Un mois plus tard, s'envola pour le Ghana pour une Croft Fashion Week. Les applaudissements de la foule, les flashs, l'engouement médiatique lui apportèrent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une validation. Il commença à porter des lunettes de soleil à l'intérieur, non pas par style, mais pour se protéger de la reconnaissance constante. Sa garde-robe changea, cafetans élégants et chaussures de créateur. Hélène mettait à jour son portfolio quotidiennement, organisait ses légendes et écrivait même des interviews pour des blogs. Michael était devenu une marque, un mouvement. Et à chaque signe d'admiration,
L'image de Cynthia et la vie qu'il laissait derrière lui s'estompaient un peu plus. De retour chez lui, son appartement de Lekki Phase 1 était désormais un véritable écrin de succès. Murs de verre, plans de travail en marbre, dressing rempli de costumes sur mesure. Il acheta sa première voiture, une Lexus RX 350 noire, et publia une vidéo où il en remit les clés à ses abonnés Instagram en guise de remerciement. Plus personne ne revoyait le jeune homme de l'ABA, on voyait une icône. Les gens ont commencé à le taguer avec des citations sur la résilience et la vision. Même Hélène est devenue plus possessive, se présentant comme sa manager et sa fiancée, alors que Michael ne l'avait pas officiellement demandé en mariage. Et il ne l'a pas corrigé. Il était trop occupé à savourer sa gloire, à être interviewé sur HIP TV et à figurer parmi les moins de 30 icônes de la mode nigériane dans un magazine local. La célébrité avait un goût sucré, enivrant, addictif. Et pourtant, quelque part, enfoui sous tous les projecteurs et le style, une part de sa conscience lui murmurait des questions qu'il ne voulait pas entendre. Mais à chaque parchemin, chaque « j'aime », chaque acclamation d'un nouvel admirateur, Michael le gardait en sourdine. Hélène avait toujours su déchiffrer l'ambition, et elle voyait bien que celle de Michael était marquée par des cicatrices. Elle voyait comment il se tendait lorsque certains investisseurs remettaient en question ses origines, comment il évitait de parler de sa famille, et comment sa voix tremblait lorsqu'on lui demandait s'il était marié. Hélène a su exploiter chacune de ses faiblesses. Elle ne s'est pas contentée de lui offrir des opportunités, elle s'est faite le pont vers elle. Chaque présentation, chaque événement sur le tapis rouge, chaque invitation à des soirées privées à Banana Island passait par elle. Elle ne se positionnait pas comme une amante ou une manager, mais comme une bâtisseuse d'empire indispensable. Chaque fois que Michael hésitait à signer un contrat ou à présenter une idée, Hélène avait déjà 3 longueurs d'avance. Elle gérait la logistique, parlait avec un ton poli et professionnel, charmait les sponsors et ne laissait aucune place à d'autres alternatives. Aux yeux du monde, ils formaient un couple puissant. Mais en privé, c'est elle qui dirigeait tout. Tout a commencé par un contrôle subtil, en changeant le logo de la marque Michael Ohan Emo à House of Couture, pour une consonance plus internationale. Puis vint le bail du bureau à son nom, la transformation de son compte Instagram en page professionnelle, la nomination de son cousin au poste de comptable. Michael, d'abord flatté par son implication, devint peu à peu dépendant de ses conseils. Elle le protégeait des critiques, gérait son agenda, décidait même de ses vêtements lors de certaines apparitions médiatiques. Et chaque fois qu'il tentait de prendre une décision, qu'il s'agisse d'un choix de tissu ou d'un nouveau partenaire de couture, Hélène lui rappelait combien elle avait investi en lui. Sans structure, tu continuerais à coudre des vêtements dans ton jardin, disait-elle avec un sourire narquois qui le blessait et l'envoûtait à la fois. Michael commença à remettre en question son instinct. Il a arrêté de discuter. Il a arrêté de poser des questions. Il a commencé à céder. En public, Hélène arborait l'image d'une partenaire aimante, toujours à ses côtés lors des défilés de mode, lui serrant le bras lors des interviews, affichant des sourires soignés. Mais en privé, elle surveillait ses moindres faits et gestes. Elle contrôlait ses finances, interceptait les appels des anciens contacts de Cynthia et veillait à ce que son passé reste enfoui. « Tu n'as pas besoin de distraction », murmurait-elle souvent, en repoussant Karen de ses épaules. « Concentre-toi sur ta marque. » Hélène s'est imposée comme la gardienne de son succès et du prix de son œuvre. Et tandis que le monde de Michael s'illuminait de caméras et de contrats, Hélène construisait discrètement une cage d'or autour de lui, une cage scintillante d'opportunités, mais qui l'enfermait dans le silence. Il l'ignorait encore, mais l'empire qu'il croyait sien était déjà le sien. Semaine après semaine, Hélène resserrait son emprise sur le monde de Michael, s'immisçant si harmonieusement dans ses affaires et sa vie privée qu'il commença à prendre sa domination pour de la dévotion. La transition des décisions partagées au contrôle unilatéral fut d'abord subtile. Elle commença par filtrer ses appels, puis se mit peu à peu à approuver les interviews qu'il accordait et les amis qu'il pouvait se permettre de garder. Cela ne s'arrêta pas aux affaires. Un après-midi, alors que le téléphone de Michael sonnait sans cesse, Hélène jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et dit « C'est Cynthia, n'est-ce pas ?» Il se figea. Elle n'attendit pas de réponse. Il n'y a pas de place pour les regards en arrière. Tu n'es plus cet homme. Il ne protesta pas. Au lieu de cela, il bloqua le numéro en présence, même si ses doigts tremblaient légèrement. Ce geste marqua un tournant non seulement dans leur relation, mais aussi dans son âme.
Cynthia, son passé, sa douleur, son ancienne bien-aimée, avaient disparu. Et Hélène s'en était assurée. Hélène n'a pas seulement éliminé Cynthia de la liste de contacts de Michael, elle a effacé toute trace de son ancienne vie. Elle l'a poussé à remplacer ses anciens amis par de nouveaux alliés, des influenceurs stylés et des consultants de marque extravagants qui vantaient tout ce qu'ils disaient et portaient. Si un vieil ami lui envoyait un message pour lui demander de prendre des nouvelles, Hélène l'interceptait. On ne doit à personne l'accès à son succès. Les contacts de son père, tailleur à l'ABA, furent remplacés par des fabricants haut de gamme en Chine. Et Michael, trop absorbé par son empire en pleine expansion, ne réalisa pas combien de portes se fermaient derrière lui. Lorsque sa cousine Eugenia arriva en ville pour demander de l'aide pour ouvrir une école de mode dans son pays, Hélène le considéra comme un fardeau pour le village. Michael, qui appréciait autrefois la famille, acquiesça sans sourciller. Pour rester dans le monde d'Hélène, il devait sans cesse se vider de son sang. Son rire était calculé, ses paroles répétées. Il ne regardait plus les gens dans les yeux, il s'intéressait à leur profil, à leur marque, à leur influence. Tout ce qui ne servait pas son image devenait superflu. Et pourtant, malgré l'éclat de sa célébrité naissante, un silence sourd résonnait dans ses moments privés. Entre deux réunions, tout en sirotant du vin seul dans son élégant appartement aux parois vitrées, Michael prenait parfois son téléphone et scrutait le nom de Cynthia dans sa liste noire. Mais la voix d'Hélène résonna plus fort, « Tu es au-delà d'elle maintenant. » Alors il raccrocha, encore une fois, et encore, jusqu'à ce que l'impulsion s'émousse. Les souvenirs de Cynthia, son sourire à la bibliothèque, ses notes griffonnées d'espoir, la façon dont elle le tenait autrefois dans ses bras au plus bas, tout cela devint une ombre derrière le rideau des projecteurs d'Hélène. Aux yeux du monde, il prospérait. Mais quelque part, à l'intérieur, un homme mourait lentement, une décision à la fois. La chaleur de fin d'après-midi à Abiyokuda pesait lourdement sur les toits en zinc tandis que Cynthia était assise devant le restaurant de Mama Théo, ses pieds gonflés trempant dans un bol d'eau froide. À presque 8 mois de grossesse, son corps souffrait à des endroits qu'elle ignorait, mais le repos était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. La grossesse avait mis à rude épreuve bien plus que son ventre. Elle avait mis à rude épreuve ses finances, sa force et sa patience. Ses visites chez le médecin étaient rares, son régime alimentaire se réduisait à du pain et de la farine, et son minuscule matelas ressemblait désormais à un lit de clous. Angela, sa seule amie en ville, avait eu la gentillesse de la laisser rester plus longtemps dans le quartier des garçons, derrière la maison familiale, mais même cette grâce avait une date de péremption. Cynthia avait besoin d'un travail, n'importe lequel. Une agence qui ne poserait pas trop de questions, qui offrirait suffisamment d'argent pour acheter des articles pour bébé, et de préférence, qui la garderait occupée. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Elle a trouvé l'agence grâce à un prospectus défraîchi collé au mur, à côté d'une pharmacie du coin. Clean It Pro, nettoyage professionnel pour événements prestigieux. Rejoignez notre équipe dès aujourd'hui. C'était une de ces publicités génériques auxquelles personne ne faisait vraiment confiance, mais le désespoir rend tout prometteur. Elle appela le numéro et, quelques heures plus tard, elle fut invitée au bureau improvisé de l'agence, une pièce exiguë au fond d'un pressing. L'homme qui l'interviewa ne lui demanda pas grand-chose, juste une preuve de sa majorité et sa disponibilité à travailler à des horaires flexibles. Il jeta un bref coup d'œil à son ventre et murmura « Du moment que tu sais encore passer la serpillière, pas de problème. » Elle a signé le contrat ce jour-là, sans lire les petits caractères. Tout ce qui l'intéressait, c'était la compte, $5 000. C'était la première fois qu'elle avait de l'argent liquide en 2 semaines, et cela lui semblait une bouée de sauvetage. Elle l'a utilisé pour acheter du savon, des lingettes pour bébé et une petite boîte de lait. Elle ignorait qu'elle venait de s'inscrire pour l'événement le plus luxueux jamais organisé par l'agence. Quelques jours plus tard, elle recevait un uniforme. Un pantalon noir, une chemise blanche oversize et une casquette avec le logo Clean It Pro brodé sur le devant. Le superviseur lui a remis un bulletin détaillant sa première mission. Une grande réception de mariage sur l'île de Lagos, a-t-il dit avec un sourire. Les politiciens y vont tous les jours. Ton travail. Passer la serpillière, nettoyer les éclaboussures, garder le visage impassible. Cynthia regarda le nom du lieu, Grand Crystal Banquet Hall. Cela ne signifiait rien pour elle. Elle plia le papier, le mit dans son sac à côté d'un sachet de Gary sec et dit merci. Elle ne demanda pas qui allait se marier.
Elle l'ignorait. Elle ne pouvait pas le savoir. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle avait un travail, même si son corps lui criait le contraire. Et quelque part au plus profond d'elle-même, le bébé donnait de légers coups de pied, comme s'il pressentait l'orage. La grande salle de banquet de cristal scintillait sous un dais de lustre en cristal importé. Les rideaux dorés captant chaque lueur et la transformant en un spectacle de classe et de richesse. Des rangées de chaises recouvertes de soie entouraient une piste de danse en marbre ornée de pétales de roses importés d'Afrique du Sud. L'air résonnait de toasts au champagne, de rires des élites de Lagos et des clichés des appareils photo des marques de luxe immortalisant l'union de Michael Okafor et Hélène Watanabe, le mariage le plus attendu de la haute société de Lagos. Le marié portait une robe Igbata vert émeraude sur mesure, brodée de fils d'or scintillants comme une royauté. La mariée, Hélène, flottait dans une robe perlée sur mesure, dont le coût dépassait le salaire annuel de la plupart des gens, le visage fier, saluant partenaires commerciaux et influenceurs célèbres. Michael se tenait debout à côté d'elle, un verre à la main, hochant la tête au milieu des conversations, affichant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il vivait ce que beaucoup appelleraient un rêve. Jusqu'à ce qu'il la voie. C'est arrivé par hasard. Michael venait de se tourner pour parler à un client lorsque son regard se porta vers le bord de la pièce, près du couloir de service. C'est alors qu'il aperçut un agent d'entretien, penché, serpillière à la main, la traînant lentement sur le sol brillant. Sa casquette blanche lui couvrait presque tout le visage, mais quelque chose dans sa posture, ses mains, sa façon de bouger, le figea net. Il plissa les yeux. Elle se redressa un instant, ajustant son dos et posant une main sur son bas-ventre. Puis elle se retourna. Le temps ralentit. Son verre glissa légèrement dans sa main. C'était Cynthia. Il la reconnut instantanément, malgré les cernes sous ses yeux et le poids qu'elle portait désormais. Elle était enceinte, le visage rouge d'effort, les mains calleuses. Mais c'était elle. Sa femme. Non, son ex-femme, là, dans la même pièce, nettoyant le sol sur lequel il se tenait maintenant, chaussé de chaussures en daim de marque. L'espace d'un instant, le bruit de la réception s'estompa. Il ne vit qu'elle. Cynthia ne le vit pas au premier abord. Elle continua à travailler, les yeux rivés au sol, inconsciente du regard figé qui la transperçait depuis l'autre côté du couloir. Quand leurs regards se croisèrent enfin, elle marqua une pause, mais seulement un bref instant. Pas de halètement théâtral, pas de larmes, pas de paroles. Juste une reconnaissance. Elle cligna des yeux, puis détourna le regard, retournant à sa tâche comme s'il n'était qu'un invité parmi tant d'autres. Michael sentit un nœud se nouer dans sa gorge. La femme qu'il avait aimée, autrefois quittée, se dressait désormais devant lui non pas comme un souvenir, mais comme un miroir. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, le monde construit par Michael s'est fissuré. Autour de lui, la musique continuait. Les invités dansaient. Helen Ritt. Mais il resta là, immobile, à regarder Cynthia passer la serpillière à sa réception de mariage, enceinte d'un enfant dont il ignorait l'existence. Pendant les secondes qui suivirent, la grande salle de banquet aurait tout aussi bien pu être sous l'eau. Cynthia garda les yeux baissés, le souffle mesuré, le visage impassible, malgré le poids d'une centaine de souvenirs qui pesaient sur elle comme un manche à balai. Ses paumes tremblaient, mais elle resserra sa prise. Le moment où elle et Michael s'étaient regardés dans les yeux lui avait semblé une éternité condensée en un clin d'œil. Elle le voyait? Oui, chaque centimètre de son bada personnalisé, chaque bague coûteuse, chaque ligne de barbe parfaitement taillée. Mais elle voyait aussi tout ce qu'il avait enfoui, leurs séances nocturnes, la première nuit où ils avaient partagé un hummelo à la lueur des bougies, les promesses murmurées à son oreille alors qu'il n'avait que de l'amour. Et maintenant, il était là, drapé d'or, debout aux côtés d'une autre femme, célébrant une union bâtie sur sa ruine. Mais Cynthia a fait un choix. Elle ne broncherait pas. Elle ne parlerait pas. Elle n'était pas là pour la confrontation. Elle était là pour terminer un travail, toucher son salaire et survivre un jour de plus. Michael, lui, était dans une spirale infernale. Il la regarda s'agiter autour d'une table d'influenceurs prenant des selfies, son ventre gonflé tirant sur sa chemise d'uniforme. Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. Il fit un pas en avant, mais se figea de nouveau. Son esprit s'emballa. Pourquoi ne savais-je rien? Pourquoi était-elle là? Est-ce une enfant? Son cœur battait fort, mais avant qu'il puisse l'approcher,
Hélène apparut à ses côtés, lui serrant le bras avec possessivité. « Bébé, où es-tu passé? La fille du pasteur veut une photo. » Michael cligna des yeux, sortant de sa transe. Il balbutia quelque chose d'incohérent. Hélène suivit son regard, et soudain elle la vit. Cynthia, passe la serpillière. Seule, enceinte. Elle pencha la tête, plissa les yeux, puis laissa échapper un rire sec et laid. C'est ça? Dit-elle plus fort que nécessaire, attirant l'attention des invités. Mon Dieu, c'est incroyable. Je savais qu'elle avait disparu, mais je ne savais pas qu'elle avait été rétrogradée au travail d'étage. Regardez-la. Et enceinte? De quoi? De travaux de nettoyage? Des têtes se sont tournées. Quelques halètements. Quelques murmures. Un invité commença à filmer, pressentant le drame. Cynthia entendit chaque mot, chaque syllabe moqueuse qui s'échappait des lèvres brillantes d'Hélène. Mais elle ne leva pas les yeux. Elle ne s'arrêta pas. Elle replongea simplement la serpillière dans le seau, la fit sonner avec une précision silencieuse et continua de nettoyer le sol sur lequel se tenait la nouvelle épouse de son ex-mari. Son silence était plus fort que toute réponse qu'elle aurait pu donner. C'était plus blessant que n'importe quelle insulte. Et à cet instant, le rire d'Hélène résonna d'un ton strident, forcé, tandis que le silence de Cynthia résonnait avec force. Michael se tenait entre eux, sans voix. Autour de lui, la réception battait son plein, musique assourdissante, flash des appareils photo, invités trinquants. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Silencieuse, brutale, et qui ne faisait que commencer. La salle de banquet retrouva son rythme après ce moment de tension, du moins en apparence. Mais dans un coin tranquille, une jeune invitée nommée Tolu, une vlogueuse lifestyle prometteuse et bien suivie en ligne, avait immortalisé toute la rencontre avec son téléphone. De la voix moqueuse et surprise d'Hélène à la douleur subtile qui traversa le visage de Michael et à l'endurance silencieuse de Cynthia, son objectif n'avait rien manqué. Tolu n'avait pas l'intention de créer une tempête. Elle avait simplement immortalisé les moments forts du mariage de la saison, mais ce qu'elle avait enregistré n'était pas ordinaire. Ce soir-là, elle a publié la vidéo de 35 secondes sur sa story Instagram avec une légende. L'ex-femme enceinte du marié débarque comme femme de ménage à son mariage. Nollywood n'a pas sa place. En une heure, c'était partout. Au matin, les hashtags Michael Okafor, femme de ménage enceinte au mariage, et Hélène exposée étaient en vogue sur Twitter nigérian. La vidéo a été republiée par des blogs People, des humoristes Instagram et des influenceurs célèbres. Elle a été décortiquée image par image, les utilisateurs s'interrogeant sur l'identité de la femme, les raisons de sa grossesse et comment le marié pouvait rester immobile pendant que son ex-femme, enceinte jusqu'à la fin, nettoyait le sol de sa réception. Est-ce la nouvelle définition de la méchanceté? On pouvait lire dans un commentaire. Cette femme a la force de dire haine, a déclaré un autre. Certains utilisateurs ont déterré d'anciennes photos de Michael avec Cynthia, datant de ses débuts en tant que designer. D'autres ont trouvé d'anciens posts universitaires la taguant comme sa petite amie. Les captures d'écran ont fusé sur toutes les plateformes. Très vite, même les comptes vérifiés ont réagi. Certaines marques taguées avec lesquelles Michael avait collaboré ont exigé des explications. D'autres ont dénoncé le comportement humiliant d'Hélène. L'opinion publique avait rendu son verdict. Cynthia était une victime. Et Michael, un méchant habillé de velours. Les dégâts ne se sont pas limités aux réseaux sociaux. Dans l'après-midi, 2 investisseurs de Michael ont exprimé leur inquiétude. Sa boîte mail était inondée de messages exigeant des éclaircissements. Quelle est l'histoire derrière cette vidéo virale? A demandé un sponsor. Y a-t-il un enfant impliqué? A demandé un autre. Hélène a tenté de déformer le récit, contactant des amis attachés de presse pour dénoncer un malentendu fortuit. Mais les images étaient trop crues, trop brutes, trop réelles. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était une histoire. Une tragédie se déroulant sous les yeux d'une nation avide de drames réels. Et Cynthia, sans lever le petit doigt, était devenue le visage d'une dignité tranquille. Michael parcourait sans cesse les réactions négatives, son nom étant désormais synonyme de trahison. Il savait que le silence ne durerait pas longtemps. Les questions montaient comme des torrents. Et tôt ou tard, des réponses seraient exigées. Dans les jours qui ont suivi la vidéo virale, l'univers soigneusement organisé de Michael a commencé à s'effondrer, mais pas de l'extérieur d'abord. Le chaos a commencé au sein même de la forteresse d'Hélène.
Alors que les internautes cherchaient à identifier le couple dans la vidéo tendance, quelqu'un a exhumé un article oublié datant de 3 ans. Un article de blog peu connu intitulé « Les visages derrière la fraude à la mode ». Il désignait plusieurs individus impliqués dans un système de blanchiment impliquant des budgets événementiels gonflés, de fausses factures de relations publiques et des fonds de donateurs détournés destinés à des programmes d'autonomisation des jeunes. Enfoui dans le deuxième paragraphe se trouvait un nom qui a frappé Internet comme un éclair, Hélène Watanabe. Il était accompagné d'une image légèrement floue, mais sans équivoque, d'elle lors d'une conférence de presse, aux côtés d'un sénateur aujourd'hui emprisonné. L'article n'avait pas encore trouvé écho, la famille d'Hélène avait discrètement payé pour qu'il ne soit pas diffusé sur les grandes plateformes. Mais cette fois, l'incendie n'a pas pu être éteint. Le billet s'est répandu comme une traînée de poudre. D'autres victimes ont commencé à parler. Une ancienne ambassadrice d'une marque de maquillage a affirmé qu'Hélène l'avait escroqué pour un contrat marketing de 2,5 millions de dollars. Une autre a affirmé avoir été mise sur liste noire par 2 grandes agences de relations publiques de Lagos pour avoir falsifié des documents de partenariat. Capture d'écran, notes vocales et reçues ont fait surface à une vitesse alarmante. Les sites d'information se sont emparés de l'affaire, et bientôt, ce ne sont plus seulement les utilisateurs des réseaux sociaux qui se sont mobilisés, mais les gros titres. Mariage de la honte, la mariée impliquée dans une arnaque aux relations publiques de plusieurs millions de naira. Hélène a tenté de garder le silence, mais la pression était incessante. Ses anciens clients ont retiré leur contrat de promotion. Les marques qui l'avaient associé ont publiquement pris leur distance. Une marque de mode et de technologie, qui avait récemment signé un contrat de campagne de 3 mois avec Michael, a annulé cet accord pour des raisons de réputation. Les sponsors qui avaient autrefois salué l'ascension de Michael ont commencé à se retirer, demandant des réunions urgentes ou publiant des mises en demeure par l'intermédiaire de leur représentant Michael, déjà submergé par les réactions négatives en ligne suite au fiasco du mariage. Il s'est retrouvé pris de court par le passé démêlé d'Hélène. Il l'a confronté tard un soir dans leur appartement. « Tu m'as dit que c'était des mensonges » rétorqua-t-il sèchement en brandissant un titre imprimé. Hélène, arpentant la pièce en robe de soie, répondit froidement. « Tu crois que j'en suis arrivé là en jouant franc jeu ?» Dans ce milieu, chacun a son histoire. Mais plus elle parlait, plus Michael réalisait qu'elle n'avait pas seulement contribué à bâtir sa marque, mais qu'elle l'avait utilisée comme un bouclier, un pion, une façade. Sa manipulation ne s'était pas limitée à Cynthia. Elle s'étendait aux contrats, aux affaires, et même à la salle de réunion qu'il avait autrefois considérée comme la sienne. Désormais, ces squelettes ne se contentaient pas de tomber, ils entraînaient son nom avec eux. Et tandis que les sponsors disparaissaient un à un, Michael ne pouvait que regarder l'empire qu'il croyait contrôler s'effondrer sous ses pieds. Dans la paisible ville d'Abiyokuta, loin du tourbillon des scandales légaux, Cynthia a repris le travail au restaurant Mama Teo, quelques jours seulement après que la vidéo de son mariage a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle ne s'attendait pas à cette tempête en ligne et ne savait même pas qu'elle était devenue l'objet d'une sympathie nationale jusqu'à ce qu'Angela, sa colocataire, fasse irruption dans leur appartement en brandissant un téléphone emprunté. Au début, Cynthia a regardé avec incrédulité la vidéo où on la serpillière, tandis qu'Hélène ricanait en arrière-plan et que Michael restait immobile. Elle se sentait exposée, vulnérable. Mais elle a ensuite vu les commentaires. Des milliers de personnes la qualifiaient de forte, de gracieuse, d'incarnation de la dignité. Beaucoup réclamaient justice. D'autres lui demandaient où la trouver. Au milieu du chaos, un message en particulier a retenu son attention. Un message privé Instagram provenant d'un compte vérifié. « Bonjour, je m'appelle Alex James. Je dirige la Fondation Age pour l'autonomisation des femmes et des enfants. J'ai vu votre histoire et j'aimerais vous offrir une opportunité si vous êtes ouvert. » Cynthia était sceptique au début. Ce genre d'offre était généralement assorti de conditions ou de pitié. Mais après quelques recherches, elle a découvert qu'Alex James n'était pas un simple influenceur ou un aspirant à la célébrité. C'était un entrepreneur et un philanthrope respecté, connu pour son soutien aux mères célibataires, son financement de petites entreprises et la construction de centres de santé dans les communautés défavorisées. Son travail avait été présenté dans des documentaires internationaux et sa fondation avait octroyé plus de 200 bourses rien que ces 2 dernières années. Lorsqu'ils se sont rencontrés en personne dans un modeste café d'Abiyakuta, il l'a accueilli sans caméra ni entourage, juste avec une chaleur sincère et un regard doux qui l'a apaisé sans la juger.
Il n'a pas évoqué le scandale. Il n'a pas posé de questions sur Michael. Il a simplement dit, « Tu es bien plus que ce qui t'est arrivé. Et si tu me le permets, je veux t'aider à réécrire ton histoire. » Puis il a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi, coordinatrice administrative pour une nouvelle maternité communautaire en cours d'ouverture dans l'État d'Ogun, logement, salaire et garderie gratuite inclus. Cynthia a accepté le poste. Cette fois, ce n'était pas par désespoir. C'était par incrédulité. Quelque chose chez Alex la faisait se sentir en sécurité, reconnue. Leur relation professionnelle s'est développée naturellement. Il respectait ses opinions, la faisait participer aux décisions et sollicitait souvent son avis sur les programmes de soins maternels. Petit à petit, au fil de séances de planification nocturne et de longs trajets en voiture vers des cliniques rurales, leur lien s'est renforcé. Alex était différent de tous les hommes qu'elle avait connus, mesuré, attentionné, jamais trop exigeant. Il l'attendait à la porte, lui proposait de porter son sac ou l'écoutait simplement lorsqu'elle avait envie de parler. Un soir, alors qu'il traversait le couloir silencieux du nouveau centre de la fondation, Cynthia le regarda et réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se contentait pas de survivre, elle guérissait. Et dans cette guérison, quelque chose de nouveau et d'inattendu s'épanouissait, l'amour. Lagos, autrefois le défilé de Michael, était devenu un lieu de chuchotement et de jugement silencieux. Les conséquences de la fraude révélée par Hélène continuaient de se répercuter sur tous les aspects de sa vie, comme de l'acide sur de la soie. Ses pages sur les réseaux sociaux, autrefois remplies d'admiration, sont devenues amères, le nombre de ses abonnés a diminué quotidiennement, ses sponsors l'ont ignoré et les investisseurs ont publié des déclarations cinglantes pour rompre les liens. Sa ligne de vêtements, autrefois saluée comme l'avenir de la couture afro-urbaine, est devenue un exemple édifiant. La boutique éphémère de Lecky a fermé pour cause de loyers impayés. Ses créateurs ont démissionné suite à des retards de paiement de salaire. Les mannequins refusaient de porter sa marque en public. Michael se retrouva à arpenter seul le sol poli de son appartement, le silence plus pesant que jamais. Chaque appel était une plainte, chaque courriel une demande de remboursement. Ses comptes professionnels ont été gelés dans l'attente des résultats de l'enquête sur les malversations financières d'Hélène. Et Hélène? Elle avait disparu. Elle avait disparu sans prévenir. Un jeudi matin, Michael rentra d'une réunion d'investisseurs ratée et trouva la moitié de sa garde-robe vidée. Le coffre-fort, où étaient conservées les réserves de trésorerie de leur start-up, était vide. Ses téléphones avaient été débranchés. Son assistante personnelle prétendait ignorer tout. Son appartement de Lecky était abandonné. Michael fouillait les tiroirs, feuilletait les relevés de compte et contactait les banques. C'était inutile. Hélène avait tout transféré, fonds, mots de passe et contrats en cours. Sur des comptes sous des noms de sociétés écrans des semaines avant le mariage. Il était pris au dépourvu, dupé et complètement seul. La prise de conscience le frappa brutalement, elle ne l'avait pas simplement quitté. Elle avait orchestré sa chute, pièce par pièce, debout à ses côtés, chaussé de talons de marque et d'un rouge à lèvres qu'il avait payé. Il fixa le coffre-fort vide, puis se regarda dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, il ne reconnut pas l'homme qui le fixait. Les médias se sont régalés de son effondrement. Les blogs qu'il avait autrefois qualifiés de « prince de la mode nigériane » le qualifiaient désormais d'idiot, de marionnette, de leçon d'orgueil. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait eu connaissance du passé d'Hélène et l'aurait rendu possible. Les photos de son mariage ont été utilisées dans des mèmes se moquant de tout, de la trahison à la cécité, en passant par l'amour. Il a reçu une convocation au tribunal pour impayé de fournisseurs. Son propriétaire a rapidement émis une mise en demeure. Ses anciens amis évitaient ses appels, et ses collaborateurs supprimaient leurs anciens messages le taguant. Michael errait parmi les ruines de son empire, choqué par la rapidité avec laquelle la loyauté s'était transformée en évitement. Il tenta de renouer avec quelques-uns de ses premiers soutiens. Personne ne répondit. Il essaya de nouveau d'appeler Cynthia, toujours bloquée. Le monde qu'il avait bâti sur le style et le silence s'était effondré, et il n'y avait plus personne pour l'aider à se relever. Michael n'avait pas revu Cynthia depuis des mois, pas depuis ce moment bouleversant à la réception de mariage où leurs regards s'étaient croisés sur le sol en marbre poli. Mais après avoir tout perdu, son entreprise, sa maison, sa prétendue compagne, son visage lui revenait chaque jour, non pas comme un souvenir, mais comme un miroir de l'homme qu'il avait été.
La culpabilité le tenaillait d'une faim plus vive que la faim elle-même. Le silence de ses vieux amis ne lui faisait pas autant de mal que le sien. Il avait essayé, répété des messages, bloqué des emails et même des lettres manuscrites remises au bureau de la fondation pour lequel elle travaillait désormais. Aucune réponse. Puis, un mardi matin pluvieux, alors que le tonnerre grondait sur l'horizon d'Abiyokuda, Michael se présenta à la maternité sans prévenir, trempé, tremblant et désespéré. Cynthia s'apprêtait à sortir, un doux sourire aux lèvres et son dossier médical sous le bras lorsqu'elle le vit debout sous l'auvent de l'entrée, son ligbata autrefois glorieux maintenant froissé et délavé, ses chaussures couvertes de boue, les yeux cernés par des nuits blanches. Pendant un instant, elle resta silencieuse. Le seul bruit était celui de la bruine qui claquait sur le toit. « Cynthia, commença-t-il d'une voix rauque. « S'il te plaît, je ne savais pas pour le bébé. Je ne savais pas que tu souffrais comme ça. J'étais aveugle. J'avais tort. » Elle le fixa, impassible. « J'ai tout perdu, continua-t-il. J'ai perdu la marque, l'argent, la maison. Je me suis même perdu. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je suis désolé pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Je suis désolé. » Cynthia le regarda un long moment, la main posée délicatement sur son ventre rond, qui approchait de ses dernières semaines. Elle prit une inspiration silencieuse, puis secoua simplement la tête. « Tu n'es pas là parce que tu te souviens de l'amour, dit-elle calmement. Tu es là parce que tu as enfin ressenti ce que j'ai ressenti. Mais je ne t'ai pas brisé, Michael. Tu t'es brisé toi-même. » Il essaya de répondre, mais elle passa devant lui, calme et posée. « Prends soin de toi, » dit-elle doucement. Et cette fois, elle apprit à le penser. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas pleuré. Elle ne lui a pas offert le réconfort du pardon. Michael se tenait seul sous la pluie, la regardant entrer dans le bâtiment où son avenir allait naître, sans lui. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les rideaux blancs de la maternité privée, projetant une lueur dorée sur la pièce. Cynthia était allongée sur son lit d'hôpital, le visage serein malgré l'épuisement qui la pesait. Dans ses bras reposait un petit garçon, enveloppé dans une couverture bleu ciel. Ses petits doigts s'enroulèrent instinctivement autour des siens, et pour la première fois depuis des années, Cynthia pleura, non pas de douleur ou de trahison, mais de joie immense. Le voyage avait été long, lourd de silence, de perte et de solitude. Mais à cet instant, tandis que son fils la regardait avec innocence, tout ce qu'elle avait enduré lui semblait en valoir la peine. Angela se tenait près de la fenêtre, souriant malgré ses larmes, tandis que deux infirmières ajustaient discrètement la ligne de front et murmuraient des félicitations. Devant la porte de la salle se tenait Alex James, vêtu simplement d'un costume autochtone blanc, un bouquet à la main et un sourire à couper le souffle. Il n'entra que lorsque l'infirmière acquiesça. S'approchant doucement de Cynthia, Alex resta silencieux au début. Il s'agenouilla près d'elle, contemplant le miracle dans ses bras, et déposa un tendre baiser sur son front. « Tu l'as fait » murmura-t-il d'une voix emplie de révérence. Cynthia sourit, les yeux encore humides. « Nous l'avons fait » corrigea-t-elle. Le bébé remua et laissa échapper un léger soupir de satisfaction. Alex la regarda à nouveau, non seulement la femme dont il était tombé amoureux, mais la survivante, la mère, la guerrière discrète qui avait inspiré des millions de personnes sans chercher à attirer l'attention. Il fouilla dans sa poche et en sortit un simple anneau d'argent. « Je sais que ce n'est pas la demande en mariage la plus glamour. Je n'avais pas prévu ça ici, dit-il en riant nerveusement. Mais je ne peux imaginer meilleur moment que le jour où je vous ai rencontrés tous les deux. » Il lui glissa la bague au doigt tandis que le bébé roucoulait doucement. Cynthia n'hésita pas. Elle hocha la tête d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui, quelques semaines plus tard, à l'ombre des jacarandas, lors d'une cérémonie dans un jardin, en présence uniquement d'amis proches et de collègues, Cynthia et Alex ont échangé leurs vœux. Pas de photographe se battant pour l'angle parfait, pas de hashtag viraux, pas d'exagération. Juste de la joie, juste de l'amour, juste de la vérité. Cynthia portait une robe ivoire légère, simple et élégante, et marchait pieds nus jusqu'à l'autel, son fils porté par Angela devant elle. Alex attendait sous une arche ornée de fleurs fraîches, le regard émerveillé. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, le passé s'estompait, non pas oublié, mais pardonné par la présence de quelque chose de nouveau. Dans ce jardin, entouré de paix,
Cynthia n'a pas seulement commencé un nouveau chapitre, elle a commencé la vie qu'elle avait toujours méritée. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.